des managers qui perçoivent des mécanismes d'intéressement de style actions gratuites, BSPCE, etc., et qui partent avec leurs actions gratuites sous le bras lorsque ils sont envoyés à l'étranger. Et je travaille également pour une clientèle d'entreprises. Je suis un généraliste de la fiscalité. Ok. Je te remercie. Donc, en fait, au cours d'une conversation qu'on a eue tous les deux, on s'est dit que c'était certainement une bonne idée de présenter ce sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est de plus en plus fréquent. C'est des questions qu'on nous pose de plus en plus souvent, puisque chacun peut être amené à se déplacer au-delà de nos frontières. Et dans ce cas-là, évidemment, toutes ces questions fiscales se posent. On va du coup voir avec Thierry, d'une part, qu'est-ce que l'exit tax, comment ça s'applique, quel est le taux d'imposition, etc. Qu'est-ce qu'on doit déclarer quand on vit à l'étranger et qu'est-ce qu'on doit déclarer en France quand on vit à l'étranger notamment. Et on va s'intéresser aussi plus particulièrement au cas de l'actionnariat salarié. Et enfin, on regardera ça aussi sous l'angle de l'assurance vie. Je vais passer en très grande ligne ce que tu vas nous dire. Et je te laisse la parole, Thierry. Et merci, Émeric. L'expatriation, qu'est-ce que c'est? L'expatriation, c'est transférer son domicile fiscal hors de France et abandonner sa qualité de résident fiscal français pour adopter la qualité donc de résident fiscal étranger. Dans le cadre de cette visio, je ne vais pas aborder les questions liées à la détermination de la résidence fiscale. Je n'aborderai pas non plus toute la fiscalité des non-résidents. On n'aura pas le temps, c'est un programme bien trop vaste pour le traiter dans ces quelques minutes. En réalité, le but de cette visio, c'est de présenter les grandes lignes de la fiscalité d'un non-résident et les conséquences donc de cette expatriation. Et c'est vous permettre de vous poser les bonnes questions lorsque vous envisagez une expatriation et de vous donner les bons réflexes à adopter en cas de départ. On voit trop souvent des personnes qui s'expatrient sans avoir envisagé leur régime fiscal une fois qu'ils étaient partis, et on arrive dans des situations totalement inextricables, voire totalement ubuesques. La fiscalité, ce n'est pas un coût que l'on doit subir, c'est une charge ou un coût que l'on peut gérer si l'on a bien anticipé les choses. Et surtout, encore plus en matière d'expatriation, vous prévoyez bien, lorsque vous partez à l'étranger, vous prévoyez bien une école pour les enfants, l'achat d'un appartement et d'une maison, vous anticipez tout cela. La fiscalité doit être un élément à anticiper bien en amont de votre départ. Donc, l'objet de cette visio, c'est donc de vous donner les outils nécessaires pour que l'expatriation se passe dans les meilleures conditions. Alors, la première question que l'on peut être amené à se poser lorsque l'on transfère sa résidence fiscale à l'étranger, c'est effectivement la question de l'exit tax. On peut partir à l'étranger pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles. Le législateur, lui, n'aime pas que l'on parte à l'étranger pour des raisons purement fiscales. C'est pour cela qu'un mécanisme d'exit tax a été instauré dans la législation française. Qu'est-ce que c'est que l'exit tax? C'est simplement un élastique qui vous retient en France pour éviter que des entrepreneurs, des personnes qui détiennent un patrimoine mobilier en France partent à l'étranger, cèdent leur titre, réalisent à l'étranger une plus-value en franchise d'impôt, puis reviennent ensuite en France. L'exit tax,
C'est donc la taxation des plus-values latentes qui existe au jour du départ. Donc, ça vise les plus-values latentes sur les parts ou les types de sociétés, hors sociétés immobilières translucides, pour autant que les titres en question représentent plus de 50% des bénéfices dans la société ou que la valeur globale soit supérieure à 800 000 euros. Donc ça peut viser à la fois des parts de sociétés que l'on détient, mais ça vise également les portefeuilles de valeurs mobilières. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et la détermination des plus-values latentes sur un portefeuille, lorsque celui-ci comporte des dizaines, voire des centaines de lignes, ça peut être très compliqué. Donc, ça doit être envisagé très en amont du départ. Le deuxième élément sur lequel s'applique l'exit tax, c'est les créances d'earn-out, les créances de complément de prix. Ensuite, les plus-values qui sont en report d'imposition, ça aussi, ça donne lieu à l'exit tax. Malheureusement, lorsque dans un portefeuille titre, par exemple, on a des titres qui sont en moins-value, cette moins-value n'est pas imputable. Cette moins-value ne viendra pas en diminution des plus-values latentes qui sont taxées. Donc, à partir du moment où on franchit la frontière, ces plus-values latentes, ces créances de complément de prix, sont taxables et vous devez l'impôt sur ces plus-values. L'impôt qui est dû, c'est la flat tax, l'impôt sur le revenu de 12,8%, ou le barème progressif si les titres étaient détenus avant le 1er janvier 2018. Et dans ce cas, on peut bénéficier des abattements pour durée de détention. Les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 sont évidemment applicables. La contribution sur les revenus de 3 ou 4% selon le montant, elle n'est pas applicable. Donc, au moment du départ, on doit payer l'impôt globalement au taux de 30%. Heureusement, il existe des mécanismes de sursis de paiement. Le sursis de paiement peut être automatique ou il peut être sur option. Il est automatique lorsque l'on transfère son domicile dans l'Union européenne ou bien dans un État tiers à l'Union européenne, à condition que cet État ait conclu à la fois une convention fiscale d'assistance, et généralement les conventions de double imposition, mais également une convention qui prévoit une assistance au recouvrement. Et ça, peu d'États ont conclu une convention. Donc, lorsque l'on transfère sa résidence fiscale hors Union européenne, bien souvent, le sursis de paiement n'est pas automatique et doit faire l'objet d'une demande. Cette demande doit être préalable au transfert et on doit déposer dans les 90 jours qui précèdent le départ, on doit déposer une déclaration d'exit tax, on doit également fournir des garanties nécessaires à assurer le recouvrement et enfin, on doit désigner un représentant fiscal. Donc, l'exit tax, ça peut être un coût. Heureusement, on peut éviter ce coût grâce au sursis de paiement. Thierry, si on ne fait pas cette demande, si on oublie de la faire, si on n'est pas informé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut la faire plus tard? Est-ce qu'il y a un rattrapage possible? Alors, je pense que ça se négocie avec les impôts, avec l'administration fiscale. Mais effectivement, le risque, si on ne le fait pas, c'est que l'exit tax soit dû. Parce qu'on n'aura pas respecté le formalisme, etc. Moi, j'ai le cas actuellement de quelqu'un qui est parti vivre en Israël sans avoir fait de déclaration d'exit tax. Je l'ai fait, on a déposé cette déclaration tardivement, et là, on n'a toujours pas de retour des impôts, mais ma crainte est que l'administration fiscale nous dise « mais non, votre demande n'est pas valable, donc vous êtes redevable de cette exit tax ». Donc,
il faut faire très attention au formalisme et au dépôt des déclarations. Et donc ça c'est pour le recours du sursis, et c'est valable aussi pour la déclaration elle-même. Si on ne le déclare pas, quel est le risque et les pénalités qu'on encourt? Alors, le risque, bien évidemment, c'est d'être taxé sur la plus-value latente, et ensuite, c'est une majoration de 10%. D'accord. OK. Donc ça, voilà pour le sursis. Ce sursis de paiement tombe, et les 30%, les 30% de la flat tax devient exigible lorsque, une fois que l'on est parti à l'étranger, on cède les titres. La cession, c'est au sens large, ça peut être une cession proprement dite, ça peut être un rachat de titre, ça peut être un remboursement ou une annulation de titre. Le sursis tombe également, et on doit payer l'impôt lorsque l'on donne les titres, bien lorsque l'on donne la créance de complément de prix. Et ça, c'est uniquement si on s'est installé dans un État qui est hors Union européenne et qui n'est pas conventionné, c'est-à-dire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance à recouvrement. Alors, on peut éviter que le sursis tombe si on démontre à l'administration fiscale que cette donation n'avait pas un but fiscal. Parce que je le rappelle, une donation purge la plus-value. Donc, le législateur ne veut pas qu'on parte à l'étranger et qu'ensuite on donne les titres à quelqu'un, à une personne qui est résidente à l'étranger et qui, elle, cédera les titres en franchise d'impôt. Ensuite, les plus-values qui sont en report d'imposition, les titres sont grevés d'une plus-value en report. Bien évidemment, si on les donne, là, c'est la même sanction, l'expiration du sursis de paiement. Et lorsque l'on perçoit le complément de prix, que l'on cède la créance qui faisait l'objet du sursis de paiement, là, encore une fois, le sursis tombe. Heureusement, le sursis de paiement peut être définitivement acquis, ou bien, si on avait payé l'impôt, cet impôt peut être remboursé si, dans les 2 ans du départ, ou 5 ans si la valeur des titres est supérieure à 2,5 millions, on ne cède pas les titres. Dans ce cas de figure, le sursis est définitivement acquis, ou bien, si l'on n'avait pas pu donner de garantie, ou bien si on n'avait pas, comme on évoquait le point tout à l'heure, si on n'avait pas déclaré dans les temps les plus-values latentes, l'impôt peut être remboursé. Le dégrèvement est également définitivement acquis si on revient en France, si on décède, ou bien si on donne les titres alors qu'on était résident dans un État de l'Union européenne ou dans un État conventionné avec les conventions qui vont bien. Donc, l'exit tax, c'est pas une fatalité, ça se gère, c'est très formaliste, mais on peut, si on suit bien toutes les recommandations, si on dépose bien toutes les déclarations dans les temps, on peut ne pas avoir payé d'impôts lorsque l'on transfère sa résidence à l'étranger. Alors, Thierry, on a des visiteurs qui nous ont rejoints en cours de cette présentation. Juste pour synthétiser cette partie-là, est-ce que tu peux nous définir en une phrase ou deux qu'est-ce que l'exit tax, qui ça concerne, très brièvement, juste ça permet de synthétiser en même temps. Bien sûr. Alors, l'exit tax, ça vise les personnes qui, au moment où ils transfèrent leur résidence fiscale à l'étranger, détiennent des titres de société d'une valeur de 800 000 €. Ça peut être un portefeuille d'actions de société, ou lorsqu'ils détiennent des parts de société qui représentent plus de 50% des bénéfices de cette société. Dans ce cas de figure, on est redevable d'un impôt qui est égal à 30% de la plus-value latente, ou bien de la créance de complément de prix ou
des plus-values qui sont en report d'imposition, qui avaient fait l'objet d'un report avant le départ, on doit payer cet impôt. On peut éviter d'avoir à payer cet impôt et on peut bénéficier d'un sursis de paiement. Ce sursis peut être automatique si on transfère sa résidence dans l'Union européenne ou bien si on transfère sa résidence dans un État tiers. Ce sursis peut être accordé sur demande à la condition de fournir des garanties et de désigner un représentant fiscal en France. Alors, quand on décide de changer sa résidence dans un État tiers, ça a un certain nombre d'impacts qui sont forts et qui sont lourds. Et je pense que c'est ce que tu vas nous présenter en partie sur ce qui suit. Oui, une fois que l'on a transféré sa résidence à l'étranger, il ne faut pas croire qu'on va atteindre le nirvana. On reste taxable sur les revenus de source française. En tant que résident français, on a une obligation fiscale limitée. En tant que non-résident, on a une obligation fiscale limitée aux revenus de source française. On a deux critères de rattachement à la France pour les revenus. Soit on exerce une activité génératrice de revenus en France, soit on perçoit des revenus qui sont versés par un débiteur qui se situe en France, qui se trouve en France. Donc, les revenus de source française sont énumérés par la loi. Ça peut être donc des revenus de biens français, des revenus d'immeubles, des revenus de parts sociales, je vise là les dividendes. Ça peut être également des plus-values de cession d'immeubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière en France. Ça peut être également des plus-values mobilières si on cède des titres et que l'on a détenu plus de 25% de la société à un moment quelconque au cours des 5 dernières années. Donc tout ça, à partir du moment où on cède ou qu'on perçoit ce type de revenus, on est taxable en France. On est également taxable en France si, une fois que l'on est non-résident, on continue d'exercer une activité en France. Ça peut être une activité professionnelle, percevoir des revenus de nature commerciale, agricole, libérale. Ça vise également les revenus salariaux. Et enfin, autre cas de revenus de source française, des revenus qui sont versés par un débiteur qui est établi en France. Dans ce cas de figure, on vise les pensions et rentes viagères, on vise également les prestations de services qui sont fournies ou utilisées en France, et on vise également les produits de la propriété intellectuelle, par exemple des concessions de brevets, des choses comme ça. Donc, tout ça, à partir du moment où l'on est résident et que l'on perçoit ce type de revenus, on est susceptible d'être taxé en France. Bon, très bien. Vous me tenez au courant demain, après votre… Ah, attendez. Parfait. OK. Je coupe. Bonne… Voilà. Donc, si je résume, Thierry, on a décidé de partir à l'étranger. On est amené à y vivre. Alors, on ne se pose pas la question du nombre de mois où on vit dans le pays tiers. Et si on vient en France, combien de mois on y passe? Peut-être de temps en temps, on doit se poser cette question aussi. Alors ça, c'est plus des questions qui sont liées à la détermination du domicile fiscal. Du domicile fiscal. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, on fait un raccourci entre et on se dit, je passe plus de 183 jours à l'étranger, donc je ne suis pas résident fiscal français. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, on va regarder si je m'attache aux critères conventionnels, on va regarder où se situe le centre des intérêts vitaux. Le centre des intérêts vitaux, ça prend en compte à la fois le centre des affaires, mais également
la vie de famille. À partir du moment où quelqu'un part avec famille et enfants à l'étranger, alors même qu'il passerait plus de 183 jours en France, on va plutôt considérer que sa résidence fiscale est à l'étranger. En réalité, la durée de séjour est accessoire. On va plutôt regarder où se situe le centre des intérêts de la personne. Donc ça, c'est pour des critères de détermination de la résidence fiscale, mais il faut faire attention à… C'est un faux ami, les 183 jours, c'est vraiment un faux ami. Ça peut entrer en compte dans certaines situations. On a deux foyers d'habitation dans chacun des pays en cause, mais généralement, le critère le plus déterminant, c'est le lieu de scolarisation des enfants, parce qu'on va considérer que c'est là où se joue toute la vie personnelle, familiale, etc., de l'individu en question. Donc, le centre des intérêts du foyer, les revenus, c'est ce que tu nous as exposé tout à l'heure. Ouais. Et quand on a des revenus en France, évidemment, il y a un impact sur la fiscalité française. Exactement. Donc, il y a un impact sur les seuls revenus de source française. On va être taxé plus ou moins comme un résident fiscal français, mais pas tout à fait. Il y a des spécificités. Si on prend les revenus d'activité qui sont perçus par un non-résident à raison d'une activité exercée en France, on va distinguer. Pour ce qui est salaire, on va être taxé sous forme de retenue à la source. C'est l'employeur qui va avoir l'obligation de verser cette retenue à la source au Trésor pour le compte de son salarié non résident. Le taux de cette retenue à la source, il varie selon le montant de la rémunération. Je vous ai mis sur les slides les tranches d'imposition, pas les tranches, les taux de retenue à la source qui sont applicables. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, la retenue à la source est libératoire, dans d'autres cas, elle n'est pas libératoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque la retenue à la source est libératoire, on a payé notre impôt, on ne doit plus rien. Basta, on n'en entend plus parler. Lorsqu'elle n'est pas libératoire, il faut faire une déclaration et ensuite, on va appliquer le barème. On va appliquer le barème et on va voir si la retenue à la source correspond à ce que l'on aurait dû payer ou pas. Ça, c'est pour faire simple. Ensuite, on verra qu'il y a des taux minimums qui s'appliquent. Donc, retenez que pour un salarié qui exerce une activité en France qui n'est pas résident, il reste taxable en France sous forme de retenue à la source. Après, j'entre pas dans les discussions concernant l'application des conventions fiscales pour savoir si on est taxé exclusivement en France ou exclusivement dans l'état de résidence ou dans les deux. Généralement, pour les activités salariales, on est taxé dans les deux états. Et ça, après, il faut vraiment rentrer dans le détail de l'activité. Et l'impôt qui est payé dans l'état de la source, donc là, en l'occurrence en France, ouvre droit, on va dire, à un crédit d'impôt dans l'état de résidence. Ça pour éviter la double imposition. Je ne rentre pas dans l'analyse de ces différents mécanismes parce que c'est extrêmement vaste et l'idée, c'est plutôt d'avoir en tête que, alors même que l'on est non résident, à partir du moment où on perçoit des revenus français, on reste taxable en France. Et ce n'est que dans un deuxième temps que l'on verra comment est-ce que l'on peut éliminer la double imposition entre la France et l'état de résidence. On a vu les revenus salariaux. Pour les revenus non salariaux, c'est pareil.
on a une retenue à la source qui s'applique et qui peut être libératoire ou non libératoire. Là, en l'occurrence, bon, c'est que des retenues à la source qui ne sont pas libératoires, sauf si c'est versé à une personne qui est domiciliée dans un ETNC, c'est-à-dire un État ou territoire non coopératif. En gros, si on a établi sa résidence dans un paradis fiscal. Je ne vais pas rentrer dans la définition des ETNC, mais en gros, c'est ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Donc, vous voyez que les revenus d'activité sont soumis à une retenue à la source. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les non-résidents sont redevables d'une imposition minimum. C'est-à-dire que quel que soit le montant de retenue à la source qu'ils ont versé, seront assujettis en France à une imposition minimum qui est de 20 ou 30% selon le montant annuel de l'impôt. Donc, pour les retenues à la source qui ne sont pas libératoires, on va appliquer une retenue à la source de 20%. Ensuite, on va faire la somme de tous les revenus de source française. On va appliquer le mécanisme du quotient familial de la même manière que pour des résidents. On va calculer l'impôt après application du barème. Si le taux moyen d'imposition est inférieur à 20%, on va appliquer le taux de 20%. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et si on démontre à l'administration que, en prenant en compte la totalité des revenus français et étrangers, et après application du quotient familial et après application du barème progressif, on arrive à un taux moyen inférieur à 20%, à ce moment-là, on peut demander à être taxé à ce taux. Et ça se fait par voie de réclamation. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les indiquer par écrit. Mais c'est clair. On va revenir dessus si ensuite, s'il y a des questions, on pourra revenir dessus par la suite. Ça, c'était pour les revenus d'activité. Ensuite, on a les revenus passifs, ce que j'appelle les revenus passifs. Ce sont les revenus mobiliers, percevez des dividendes, percevez des jetons de présence. Là, vous avez une retenue à la source de 12,8%, ou 75% si vous êtes établi dans un ETNC. Il n'y a pas de retenue à la source sur les intérêts de source française. Et toutes ces retenues à la source sont libératoires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a payées, on n'a plus rien à faire, on n'a pas à déclarer le revenu, on n'a pas à payer, voilà, on a payé ce que l'on devait. Donc ça s'applique aux revenus mobiliers, ça s'applique aux plus-values immobilières que j'ai appelées occasionnelles par opposition à des personnes qui sont des professionnels de l'immobilier. Et là, le prélèvement est de 19%. Et enfin, je parlais tout à l'heure des revenus, la définition des revenus de source française. On a en France un cas d'imposition des cessions de participation substantielle. C'est-à-dire que la loi prévoit qu'à partir du moment que vous n'êtes taxable sur les plus-values de cession de titres de sociétés françaises qu'à la condition d'avoir détenu plus de 25% des bénéfices sociaux dans cette société à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession. Donc, ce taux de 25% est apprécié en fonction des détentions directes et indirectes par le groupe familial. C'est-à-dire que si vous détenez 5 ou 10% dans une société française et que vous êtes non résident, vous n'êtes pas taxé sur la plus-value que vous pourriez réaliser en cas de cession. C'est là que
ça peut être intéressant de voir l'articulation entre les cessions, une fois que l'on est parti, et l'exit tax. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que pour être dans le champ de l'exit tax, il fallait détenir plus de 50% des titres ou avoir une participation d'une valeur de plus de 800 000 euros. Admettons, on a une participation de 10% dans une société d'une valeur supérieure à 800 000 euros. On est donc dans le champ de l'exit tax en tant que résident, mais on n'est pas dans le champ de l'impôt, parce que c'est pas ce que l'on appelle une participation substantielle. Ce qui veut dire que une fois que l'on est parti à l'étranger, si on cède dans les 2 ans, donc avant l'expiration du sursis d'imposition, l'exit tax va tomber, puisque l'exit tax s'applique aux résidents, et le surplus de plus-value, lui, ne sera pas taxé, puisque on ne sera pas dans le champ de l'impôt français. Ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête, que l'exit tax, ça s'applique aux résidents, et une fois qu'on est parti, que l'on a la qualité de non-résident, on peut ne pas être taxé en France, mais l'exit tax, elle, reste due. Ouais. Ok. Alors, il y a des questions qui arrivent, mais on les traitera peut-être après. Je te laisse avancer. Ouais. Alors, un peu. Est-ce que tu veux qu'on le traite avant ton exemple? Ah oui, non, c'est l'IFI, juste maintenant. Là, non, je voulais aborder le sujet des prélèvements sociaux. Okay. Parce que ça peut avoir un impact lorsque l'on est plus résident. Les prélèvements sociaux, j'entends par là la CSG, RDS, prélèvement social, au taux global de 17,2, ne sont dus que par les seuls résidents français, en principe. Il y a une exception qui vise les revenus immobiliers de source française. Par revenus immobiliers, on entend quoi? Les revenus fonciers, c'est-à-dire les revenus locatifs, et les plus-values de cession d'immeubles en France. Si on est non résident, la CSG, enfin ces prélèvements au taux de 17,2 sont dus. Je ne rentre pas dans les débats qui ont suivi l'arrêt de Reuter rendu par la CJUE en 2015 sur la question de savoir où l'on doit payer ses cotisations sociales lorsqu'on est résident dans un État et que l'on a ses revenus dans un autre État. À la suite de cette décision, des débats législatifs et autres jurisprudentiels, on est arrivé à la situation actuelle qui est que la CSG et la RDS ne s'appliquent pas, on va dire, si le non-résident relève d'un régime de sécurité sociale au sein de l'EEE, l'espace économique européen, qui comporte l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse, et que vous n'êtes pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale en France. Dans ce cas de figure, la CSG et la RDS ne sont pas dus sur les revenus immobiliers que pourrait réaliser un non-résident en France. Si l'on est établi dans un État tiers à ces pays, au Canada, aux États-Unis, la CSG et la RDS peuvent être dues. Donc là, si on est, en gros, État tiers, on paye la CSG, RDS, prélèvement social, au taux plein à 17,2 sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Si on est dans l'EE, on ne paye que le prélèvement social de 7,5. Ok. Et uniquement sur les revenus fonciers et plus-values immobilières, c'est ça? Oui, oui. Donc, si on perçoit des dividendes, on va payer le prélèvement à la source à 12,8 et c'est tout. Alors qu'en France,
on aurait payé, en tant que résident français, 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. Au final, on est à 30%. Alors que là, en tant que non-résident, on va payer uniquement 7,5 sur les revenus immobiliers. Donc, il vaut presque mieux se séparer de ces biens immobiliers une fois qu'on est en dehors. Oui. Si on est établi dans un état, l'état qui va bien. Voilà, exactement. Et qu'on n'est plus à la charge de la sécurité sociale. Exactement. Ok. Autrement dit, si on est retraité et qu'on perçoit une retraite en France, c'est pas le cas, par exemple. On ne paiera pas la CSG sur les pensions de retraite. Voilà, ça c'est d'accord. Voilà. Pareil, si on perçoit des salaires de source française, logiquement la CSG n'est pas applicable. Alors après, c'est un autre débat quant à faire admettre auprès des caisses de retraite, etc., que l'on n'est pas résident et que la CSG ne doit plus être prélevée. C'est un petit peu compliqué, on y arrive, mais le chemin est long. J'ai même obtenu dans un dossier le remboursement de la CSG, de la RDS qui avait été prélevée à tort sur les pensions de retraite de source française qui avait été perçues par un non-résident, mais ça a été très long et puis on n'a pas pu obtenir tout le remboursement, mais bon, on y arrive. Thierry, avant que tu passes à l'IFI, il y avait deux questions. C'est quelle est la différence entre quitus fiscal et exit tax? Ça, c'est la première. Est-ce que tu peux nous éclairer? Quitus fiscal, c'est demander un blanc-seing à l'administration en lui demandant si l'on est à jour du paiement de ses impôts. L'exit tax, c'est un impôt qui est lié au départ. Donc, c'est à peu près deux choses différentes. L'exit tax, elle va être mise en recouvrement. Vous allez recevoir un avis d'imposition. Et ensuite, cet avis indiquera que vous bénéficiez d'un sursis de paiement. Mais ça va faire l'objet d'un avis d'imposition. Le quitus fiscal, c'est dire, je pars, mais j'ai pas de dette fiscale à ma charge. Donc, je suis tranquille. Merci. Et la deuxième question, c'est si on part travailler à 100% en Suisse avec 100% de ses revenus et un patrimoine en Suisse, mais que sa famille reste à Paris et qu'on ne revient que le week-end à Paris, est-on résident fiscal suisse ou français? Cas pratique. Alors, ça, c'est c'est la problématique où on va avoir le centre des affaires professionnelles dans un État et l'autre, le centre des affaires personnelles familiales dans un autre État. Donc, là, il risque d'y avoir un conflit entre la France qui va dire non, je vous rattache ici, parce que vous avez votre famille ici. La Suisse qui va dire non, moi je vous rattache à la Suisse, puisque votre patrimoine, votre activité professionnelle se situe en Suisse. Donc, pour moi, vous êtes résident suisse. On va appliquer la convention dans ce cas de figure. La convention, elle a différents critères de détermination de la résidence fiscale. Ce sont des critères successifs. Le premier, c'est un foyer permanent d'habitation. Là, on aura un foyer permanent dans les deux États, dans chacun des États. Donc, ce critère ne s'applique plus. Ensuite, on va très vite arriver au critère du centre des intérêts vitaux. Là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de le déterminer. Ensuite, ça va être le lieu de séjour habituel. Mais bon, habitué. C'est pas le lieu de séjour le plus long. Ça va être
où habituellement je me rends. Si vous vous rendez tous les ans en vacances sur la Côte d'Azur ou n'importe où, on va dire, bah oui, vous avez un lieu de séjour habituel sur la Côte d'Azur, même si vous n'y passez que 2 mois par an. Donc ensuite, si on n'y arrive pas, ça va être le critère suivant, risque d'être la nationalité. Moi, ce que je préconise dans ce cas de figure, qui est extrêmement subjective, c'est une analyse qui est très, très, très subjective, il n'y a pas de règle particulière. Il faut blinder, je dirais, le rattachement à l'État où on souhaite être résident et trouver un maximum d'éléments de rattachement à cet État. Malheureusement, je pense que si la famille, les enfants se trouvent en France, il y a quand même une grande part que le centre des intérêts vitaux soit rattaché en France. On peut, dans des cas extrêmes, on peut également voir des couples qui ont une double résidence. Monsieur habite dans un État, madame habite dans un autre. Ça se fait. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à justifier, mais ça peut exister. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où les enfants sont scolarisés dans un État, on peut se dire que c'est quand même un élément qui est extrêmement fort, un élément de rattachement extrêmement fort à un État. Après, c'est typiquement un cas sur lequel il faut approfondir et peut-être sujet à consultation, me semble-t-il, non? Oui, parce que c'est tellement subjectif, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Pour le dire, il y a une décision qui avait été rendue il y a quelques années à propos d'un célèbre tennisman français qui avait gagné Roland-Garros en son temps. Il avait une maison de famille en France où il se réunissait chaque année avec toute sa famille, ses enfants, etc. Alors qu'il prétendait être résident en Suisse. On a considéré que parce qu'il avait gardé cette maison en France, il était résident fiscal français parce que c'était là où il avait le centre de ses intérêts vitaux. Donc la famille est quand même un élément très fort de rattachement à un État. Donc il faut faire, c'est une analyse au cas par cas, il n'y a pas vraiment de règle, mais moi j'ai plutôt tendance à dire que même si le patrimoine est à l'étranger, même si les revenus sont de source étrangère, si on a ses enfants, sa famille dans un État, on est quand même plutôt résident dans cet État. On a une remarque d'ailleurs à ce sujet qui est pertinente. La notion de résidence fiscale me semble de plus en plus floue. J'ai l'impression qu'on est de nationalité française avec un lien français. Entre parenthèses, une résidence secondaire, un enfant qui poursuit des études. On reste définitivement rattaché à la France vis-à-vis du fisc. En d'autres termes, quand vous êtes français, le fisc ne considère-t-il pas que vous êtes redevable de l'impôt en France? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Encore une fois, c'est du cas par cas. Et il y a de nombreux cas où vous pouvez vivre en France ou à l'étranger avec des enfants qui restent étudiants en France et vous ne serez pas nécessairement rattaché, enfin considéré comme résident fiscal français. Non, c'est un peu excessif. Oui, c'est peut-être un petit peu excessif. Après, ça dépend aussi de l'âge des enfants, ça dépend de leur degré d'autonomie et d'indépendance, ça dépend de beaucoup de choses. Ce qui est clair, c'est que il y a une règle de principe, mais après il y a pas mal d'éléments qui rentrent en considération et qui peuvent devenir un peu plus objectifs, enfin plus subjectifs. Ah oui, mais on est dans la subjectivité pure. Dans les questions de résidence, on est dans la subjectivité pure.
Je te laisse poursuivre. Oui. Alors, on avait vu, jusqu'ici, on a vu les revenus. Maintenant, on va voir le régime du patrimoine, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Le principe est qu'un non-résident reste taxable en France à raison des immeubles situés en France qu'il peut détenir directement ou indirectement, dès lors que la valeur de ces immeubles est supérieure à 1,3 million. Jusqu'ici, rien de très novateur ou de différent par rapport à un Français, à un résident français. Le résident français sera taxé sur la totalité de son patrimoine, français et étranger. Les étrangers seront taxés uniquement sur sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Alors, la différence fondamentale entre un... Excuse-moi Thierry, je ne sais pas si je suis le seul, mais la liaison n'est pas très bonne. Est-ce que tu peux juste reprendre ce que tu viens de dire? Oui, vous m'entendez? Ça va, mais c'est quand même un peu coupé. Enfin, dites-moi si je suis le seul, mais... Vas-y. Moi, je t'entends, mais effectivement, ça coupe un petit peu, ouais. Ok. Alors, tentons de poursuivre, vas-y. Oui, c'est bon? Ouais. Ok. Donc, je disais, la différence fondamentale entre résidents et non-résidents, c'est que les résidents ne peuvent pas bénéficier du mécanisme du plafonnement de l'IFI. Pour le dire, l'IFI, le montant de l'IFI est plafonné. C'est-à-dire que le montant total de l'IFI et de l'impôt sur le revenu et de la CSG ne peut pas dépasser 75% des revenus. C'est fortement avantageux pour les résidents. Les non-résidents, eux, ne peuvent pas bénéficier de ce mécanisme. Ils sont taxables à l'IFI en fonction de la valeur de leur patrimoine. Ce qui peut représenter un coût et un désavantage considérable pour des non-résidents. C'est-à-dire que des gens qui étaient faiblement taxés à l'IFI parce qu'ils avaient peu de revenus, mais un gros patrimoine et peu de revenus, on ne paye pas énormément d'IFI. À partir du moment où on part et que l'on transfère sa résidence à l'étranger, l'IFI est dû au taux plein sans pouvoir bénéficier du plafonnement. Donc là, il y a vraiment un surcoût pour les non-résidents et un surcoût qui est lié à l'expatriation. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Le fait de partir à l'étranger en se disant je vais aller dans un État où je serai moins taxé, peut-être qu'on sera moins taxé sur des revenus, mais en ce qui concerne l'IFI, ça peut générer un coût qui est énorme. Ou alors, il faut tout abandonner. Ou alors, il faut vendre tout son immobilier en France. Ce n'est jamais simple. Voilà. Mais il faut vendre son immobilier situé en France, ce qui d'ailleurs renforcera la résidence fiscale à l'étranger. Le moins on a de biens en France, le mieux on se porte finalement. C'est la règle absolue, mais c'est dans la pratique et dans la vie courante, c'est plus difficile. Oui, voilà. Après, il faut voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place, mais oui, ça peut être compliqué. Mais bon. Voilà pour l'IFI. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant d'aborder le… Ouais. En théorie, il reste 5 minutes. Ouais. Tu préfères qu'on aborde les questions d'ordre divers là, maintenant, s'il y en a?
avant que tu abordes ton exemple. Oui. Donc, je suggère à ceux qui ont des questions de les poser maintenant. Soit on y répond tout de suite si elles viennent vite, soit on te laisse aborder ton exemple et on les traite après. Mais j'en vois pas apparaître. Alors, vas-y. Sauf si tu me dis que c'est trop juste pour tout aborder. Non, on peut le faire rapidement sur l'assurance vie parce que Ah oui, avec l'assurance vie, oui, bien sûr. voilà, ça ira plus vite que l'actionnariat, ça parlera peut-être plus. L'assurance vie, on part à l'étranger avec ces contrats d'assurance vie, sous le bras. L'avantage que l'on a à partir à l'étranger avec un contrat d'assurance vie français, c'est ne pas payer en cas de rachat, ne pas payer les prélèvements sociaux. Ça fait une grosse différence avec les Français, les résidents français qui ont un contrat, qui procèdent à des rachats sur un contrat d'assurance vie. Clairement, parce que ça représente là quand même la moitié de la taxation. Exactement. Voire plus si on a des taux de prélèvement supérieur. Ouais. Voilà, à 7,5. Et donc ça, c'est quand même un avantage qui est assez conséquent. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le prélèvement, le fameux prélèvement à la source de 7,5, 12,5, etc., il peut être supprimé par les conventions fiscales. C'est-à-dire que les gains réalisés lors d'un rachat de contrat d'assurance vie sont considérés comme un revenu de créance. Et les revenus de créance, selon les conventions, sont taxables dans l'état de résidence. Et on nous dit, mais l'état de la source, donc la France, a le droit d'appliquer une retenue à la source, mais à un taux limité. Et généralement, on limite le taux à 15%. Alors là, pour les retenues à la source sur les primes versées depuis 2017, ça n'a pas trop de sens puisque en droit interne, le taux sera déjà inférieur à 15%. Mais pour des rachats sur des contrats à raison de primes versées avant 2017, là, ça peut avoir un impact où la retenue à la source sera limitée à 15%, voire supprimée en fonction de certaines conventions. Je pense notamment à la convention avec la Suisse ou le Royaume-Uni, où là, on nous dit non, les gains de rachat sont taxables exclusivement dans l'état de résidence pour autant que vous en soyez le bénéficiaire effectif. Donc là, ça veut dire que si l'on part à l'étranger, on va s'installer en Suisse ou au Royaume-Uni, que l'on procède à un rachat sur un contrat d'assurance vie, alors on ne sera pas taxé. On ne sera pas taxé sur le gain de rachat. Donc ça peut être là, ça peut être intéressant, sachant qu'il n'y a pas d'exit tax sur les contrats d'assurance vie. Tout à fait. Donc ça, c'est sur les contrats d'assurance vie ouverts en France. Et Oui. ça va s'appliquer sur tout ce qui a été ouvert, évidemment, avant de partir, ce qui peut être ouvert après le départ aussi. Oui. Et quand on sait qu'on est mobile géographiquement, peut toujours aussi avoir recours, si on a des sommes à placer, au contrat d'assurance vie luxembourgeois sur lequel il y a une transparence fiscale totale. Oui. Et donc, et là, comme il sera de source luxembourgeoise, la fiscalité française ne s'appliquera pas. Donc, ça peut avoir un vrai intérêt à aller voir au Luxembourg. Très bien, merci. On a une question qui est arrivée en cours, je te la lis. Pour construire des revenus du patrimoine immobilier, vaut-il donc mieux acquérir du patrimoine à l'étranger qu'en France? Alors, ça dépend. Ça dépend si
si on est résident français ou si on envisage de ne plus être résident français. Oui, et puis tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça dépend peut-être aussi du lieu et du pays dans lequel l'achat va se faire. Ouais. Parce qu'après, il y a les accords entre les… Il y a la convention. Généralement, les conventions prévoient la taxation des revenus immobiliers dans l'état de situation. Mais pour le cas de la France, un résident français qui aurait des revenus immobiliers étrangers, je pense qu'il reste taxable en France avec un crédit d'impôt lié à l'impôt qu'il a payé localement. Donc, ça pourrait valoir le coup si on était sûr de ne pas rentrer en France à un moment donné. Voilà, exactement. Si on envisage une expatriation à plus ou moins court terme, oui, ça peut peut-être valoir le coup d'acheter de l'immobilier à l'étranger plutôt que de l'acheter en France, où en France, on restera taxé malgré tout. Alors, on a une petite précision. Après, Charlotte, vous pouvez intervenir si vous voulez qu'on en discute plus précisément, mais donc la précision, c'est s'il en est résident fiscal français dans la phase de construction du patrimoine et ensuite résident fiscal étranger lors de l'utilisation. Là, je pense qu'on n'est pas forcément dans la meilleure case. On n'est pas forcément dans la meilleure case parce que, en tant que résident français, on va payer de l'impôt sur les revenus de cet immobilier. On va payer ça au taux plein. On va potentiellement être dans le champ de l'IFI, alors avec pas application du plafonnement, mais on va payer plein pot. Et une fois qu'on sera parti, on va continuer à payer l'impôt en France. Alors, on paie, selon l'État où l'on va, on paiera peut-être pas les prélèvements sociaux, donc on sera peut-être mieux traité, mais on restera malgré tout taxé sur l'immobilier. Donc, moi, je pense que si on est en phase de constitution d'un patrimoine et qu'on envisage de partir à l'étranger, je pense qu'il vaut mieux regarder à l'étranger. Très bien. On a dépassé l'horaire, mais est-ce qu'on fait un petit rab? Tu penses avoir combien de temps sur l'exemple? Sur l'exemple du gain d'acquisition, tu veux dire, ouais. Sur l'actionnariat salarié, ouais. Je ne sais pas. Alors, c'est très technique. Ouais, c'est ce que… Bon. Alors, ce qu'on va faire, Thierry, on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui, si tu es d'accord. On va peut-être répondre aux dernières questions qui peuvent se présenter. Oui. Et puis après, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos cas, etc. Et puis on les étudiera avec Thierry, bien entendu, dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on a répondu à tout? Alors là, vous pouvez retirer, vous pouvez brancher vos micros et intervenir, nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques, ce que vous en pensez, si vous avez des questions complémentaires. Charlotte, est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, mais vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup. J'ai pas pu me joindre depuis le début de la séance, mais ce que j'ai entendu, c'était très instructif et très clair aussi. Donc, merci pour ces informations. Merci. Merci, Charlotte. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Ou est-ce qu'on a fini pour aujourd'hui? Je pense qu'on a fait le tour, alors. Bon, ben, merci beaucoup, Thierry, de ton intervention. C'est un bon éclairage. Plaisir. Évidemment, ça suscite certainement beaucoup d'autres questions précises ou des cas de figure, et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à votre disposition. Notre prochaine visioconférence aura lieu vraisemblablement dans un mois. Le thème n'a pas encore été déterminé, on ne vous en fera pas en temps voulu. Et merci encore d'être présent. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.